Bonjour, dans cette troisième vidéo sur la deux-connexité, nous allons nous attaquer à la décomposition de graphes en composantes deux connexes. Alors, je vous rappelle que dans la première vidéo, on avait vu 4 définitions alternatives mais équivalentes de la deux-connexité, et on avait montré dans la deuxième vidéo qu'elles étaient bien toutes équivalentes. Alors aujourd'hui, on va décomposer notre graphe en morceaux deux connexes. Pour ça, on va introduire la relation tilde sur les arêtes de notre graphe. Je vous rappelle que notre graphe, il est non orienté et connexe. Je n'y reviens pas. Donc, on définit une relation tilde sur les arêtes de grand A, et on va dire que deux arêtes, x, y, x', y', sont en relation par tilde, si et seulement si, eh bien, x, y égale x', y', donc c'est la même arête, donc toute arête est en relation avec elle-même. Ou alors, il existe un cycle dans notre graphe G qui contient l'arête xy et l'arête x', y'. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si je prends le graphe grand A ici et que je prends l'arête V1, V2, est-ce que cette arête-là est bien en relation avec l'arête V3, V4? Eh bien oui, elle est en relation. Pourquoi? Parce que j'ai ce cycle-là et toutes les arêtes du cycle vont être en relation les unes avec les autres, et je peux même rajouter dans cet ensemble l'arête V2, V3 parce qu'elle est bien aussi, il y a bien un cycle qui relie V2, V3 à V1, V2 par exemple. Je peux aussi noter que l'arête V5, V7 va être en relation avec V6, V7 et puis V5, V6. Et je peux aussi noter que celle-ci, V4, V5, va être en relation avec seulement elle-même. Si je prends le graphe B, je peux voir que ce cycle-là va être... on va avoir trois arêtes qui vont être en relation avec, les unes avec les autres, V2, V4, V5. Je vais avoir la même chose pour ce petit cycle-là. Je vais avoir l'arête V2, V1 qui va être toute seule parce qu'elle est reliée avec aucun cycle. Celle-ci, V1, V3 aussi. Et puis V8, V4, pareil. Et dernier graphe, dernier exemple, je vais avoir toutes ces arêtes-là de ce cycle-là qui vont être en relation les unes avec les autres. Alors on voit vite en fait que la relation tilde est une relation d'équivalence, c'est-à-dire qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Je vous laisse le vérifier, c'est quelque chose d'assez facile à avoir. Et du coup, en fait, on va utiliser notre relation tilde pour construire des classes d'équivalence sur notre ensemble d'arêtes. Plus précisément, on va appeler A1, A2, A3, etc. jusqu'à AK, on va dire, les classes d'équivalence de la relation tilde. Donc chaque AI contient des arêtes, les arêtes de grand A qui sont des arêtes de grand A qui sont équivalentes les unes avec les autres. Et ce sont des ensembles maximaux. Et je vais appeler SI les nœuds qui sont utilisés dans l'ensemble AI. Ok, donc je pars de G, je pars de ma relation tilde, j'en déduis mes classes d'équivalence de ma relation tilde, et du coup j'en déduis les sommets concernés par chacun des AI. Et du coup j'obtiens K sous-graphe SI-AI. Alors concrètement ça donne quoi? Si je reprends mon graphe de tout à l'heure, ça va me donner en bas ici un ensemble d'arêtes, une classe d'équivalence A3 qui va contenir les trois arêtes mauves ici, ça va me donner ce sous-graphe-là. L'ensemble A2 va me donner ce sous-graphe-là. On note que V5 appartient aux 2. Et puis, l'ensemble A1, que je n'ai pas détaillé, va me donner ce sous-graphe-là. Si maintenant, je prends l'autre exemple ici, ma décomposition va me donner un sous-graphe G1 ici, un sous-graphe G2, etc., etc. Je vais avoir 5 graphes, 5 composantes. Et en fait, c'est ça qu'on va appeler les composantes deux connexes de notre graphe. Pourquoi? Parce que justement, ces composantes, chacune de ces composantes est bien un graphe deux connexes. Alors pour le voir, on peut le montrer assez facilement. Si on veut montrer que le sous-graphe GI est bien deux connexes, je vais me donner trois sommets x, y, z de ce sous-graphe-là, donc de SI, de l'ensemble SI. Et je vais montrer qu'il existe un chemin qui va de x à y qui ne passe pas par z. Si jamais je montre ça, je montre tout simplement qu'il n'est pas possible d'avoir de point d'articulation dans notre graphe GI. Et donc, par les définitions qu'on a établies avant, ça montre, c'est équivalent au fait que GI soit deux connexes. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Prenons donc les deux sommets XY entre lesquels on veut construire un chemin. Alors soit l'arête XY appartient directement à I, auquel cas c'est trivialement vrai, puisque j'ai bien un chemin qui va de X à Y et qui ne passe pas par Z. Et sinon,
si jamais x et y n'appartient pas à AI, eh bien, je sais que x et y appartiennent à ici. Ça suppose que x est bien connecté à il y a bien une arête incidente à x, donc x prime par exemple, et une arête incidente à y prime, telle que, en fait, ces deux arêtes-là appartiennent à un même cycle, et c'est ça qui justifie le fait que x et y appartiennent à AI. Et dès lors qu'on a fait ça, eh bien on a résolu le problème, puisque maintenant, je sais que pour aller de x à y, j'ai un premier chemin ici, et puis j'ai un deuxième chemin ici, et forcément, il y en a un des deux, au moins, peut-être même les deux, qui ne contient pas z, et donc j'ai bien la possibilité de relier x et y sans passer par z. La deuxième propriété qu'on va avoir, c'est le fait que si je prends deux ensembles de sommets de deux composantes différentes, SI et SJ, eh bien, leur intersection est soit vide, soit un singleton. Pourquoi? Eh bien, écoutez, supposons qu'il y ait deux sommets à l'intersection de SI et de SJ. On va montrer que ça n'est pas possible. Alors, si X et Y appartiennent à SI, on va supposer que ni XY et que XY n'appartient pas à l'ensemble AI et que XY n'appartient pas à J, comme avant. Hein. Et donc, du coup, ça implique la chose suivante. Ça veut dire que si X appartient à SI, ça suppose que X, il existe une arête XX', incidente, donc une arête incidente à X, XX', et une arête YY', telles que elles sont sur le même cycle, et ça explique pourquoi eh bien, X, Y appartiennent à I. Mais j'ai évidemment la même chose pour l'ensemble AJ, et donc j'ai bien aussi une arête XX seconde et une arête Y seconde qui sont sur le même cycle, et ça va expliquer pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que X et Y appartiennent à AJ cette fois-ci. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on s'aperçoit tout de suite que les arêtes ici, XX', apparaissent XX' ici, et X secondes vont appartenir, en fait, tout simplement, à un cycle commun. Pardon, je me suis trompé, j'aurais dû passer par là. Et du coup, ça implique immédiatement que, en fait, AI est égal à AJ. Et donc ça, j'ai une contradiction, puisque par supposition, au début, je prenais deux sous-graphes GI, GJ différents. Ok, donc ça, on voit qu'en fait, il n'est pas possible d'avoir XY qui appartiennent, que deux sommets soient à l'intersection de SI et de SJ. Et en fait, maintenant, si jamais une des deux arêtes XY appartient à I, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir, supposons qu'on a XY qui appartiennent à AI, et donc ça justifie en soi son appartenance, mais on va avoir bien sûr l'existence ici de x seconde, et de y seconde pour justifier de l'existence d'un chemin avec AJ, d'accord? Et donc on a un chemin comme ça, et là aussi on voit que ça implique de la même manière que AI est égal à AJ, puisque l'arête XY va bien sûr être équivalente à l'arête XX seconde, et qu'on a bien des chemins communs, un cycle commun. Ok, donc ça veut dire qu'entre deux ensembles SI et SJ, il peut y avoir au plus un sommet en commun. Et en plus, on va voir qu'en fait, ces sommets en commun ne sont pas n'importe lesquels, ce sont précisément les points d'articulation de G. Et on a le résultat suivant qui dit que si P, un sommet de S, est un point d'articulation de G, eh bien, c'est équivalent en fait au fait qu'il existe deux composantes IJ différentes telles que P est à l'intersection de SI. Donc je dois montrer que si P est un point d'articulation, il appartient à l'intersection de deux composantes, et inversement, si un point appartient à l'intersection de deux composantes, c'est bien un point d'articulation. Alors pour la première partie, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, supposons que P est un point d'articulation de G. Ça signifie, par définition, qu'il existe un sommet U et un sommet V, tel que tout chemin qui relie U à V passe par P. Très bien. Alors, je vais me situer immédiatement avant P. Je vais appeler le sommet ici U', le long de ce chemin unique.
D'accord? Et je vais prendre V' de ce côté-là. Et maintenant, il faut que je m'intéresse aux arêtes U'P et V'P. Qu'est-ce que je sais sur ces arêtes-là? Eh bien, en fait, je sais qu'elles ne peuvent pas être équivalentes. Pourquoi? Parce que si elles étaient équivalentes, qu'est-ce que ça me dirait? Ça me dirait qu'elles appartiennent à un cycle commun. Et du coup, j'en déduirais immédiatement qu'il existe un chemin qui va de U à V et qui ne passerait pas par P. D'accord? Et du coup, ça implique quoi? Ça implique immédiatement que P appartient à 2 SI, à au moins 2 SI différents. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'il appartient, celui-là va appartenir, cette arête-là va appartenir à un certain AI, celle-là va appartenir à un certain AJ, et donc on va bien avoir que P appartient en fait à l'intersection, je vais écrire plus proprement, à l'intersection de SI et de SJ. Ok, donc on vient de montrer que si P est un point d'articulation, alors il est à l'intersection de deux composantes de connexes. Très bien. Et maintenant, regardons l'autre sens. Supposons qu'on ait un sommet P qui soit à l'intersection de SI et de SJ. Ok, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe une arête PU qui appartienne à la classe d'équivalence AI et une arête PV qui appartienne à la classe d'équivalence AJ. On a donc PU et puis PV. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il un autre chemin entre U et V? C'est-à-dire un chemin qui ne passe pas par P. Qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez que vous ayez un chemin qui évite P. Ça signifierait quoi? Ça signifierait en fait que les arêtes UP et PV appartiennent à un même cycle, et donc ça signifierait qu'elles appartiennent à la même classe d'équivalence, et donc que AI serait la même chose que AJ, ce qui n'est pas possible. Il n'y a donc pas de chemin comme ça, et donc P est un point d'articulation. Et ça conclut la preuve. On a donc trois propriétés importantes sur les composantes de connexes. Donc, c'est que chacune de ces composantes est effectivement de connexes, que leur intersection est au plus est vide ou un singleton, pardon. Et puis ensuite, la propriété 3, que en fait, les intersections entre deux composantes de connexes, ce sont précisément les points d'articulation de notre graphe. Et maintenant, quelques mots sur le parcours en profondeur. Alors, on va utiliser le parcours en profondeur pour détecter les points d'articulation et les composantes de connexes d'un graphe G. Et en fait, quelques mots en fait, sur les spécificités du parcours en profondeur sur les graphes non orientés, puisque pour l'instant, on a utilisé le parcours en profondeur que sur des graphes orientés. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas d'arc transverse lorsqu'on applique le parcours en profondeur sur un graphe non orienté. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand vous commencez à découvrir un sommet, vous allez en fait explorer systématiquement toute la composante connexe associée à laquelle appartient votre sommet. Donc en fait, quand vous allez découvrir, vous allez par exemple depuis x4, vous allez découvrir x3, vous allez pouvoir découvrir x2, vous allez pouvoir découvrir x1, vous allez pouvoir découvrir x5, x6, et puis x7. Voilà, c'est une possibilité, d'accord? Et donc, finalement, cette arête-là ici et cette arête-là ici vont être tout simplement vont être vues comme des arêtes retour. C'est-à-dire que lorsqu'on va explorer x1 et qu'on va regarder ce qui part de x1, on va trouver cette arête-là et on va voir que c'est une arête retour puisque le sommet x3 est encore gris et ça sera la même chose pour cette arête-là. Donc il n'y a plus d'arêtes transverses, là, des arêtes un petit peu bizarres qu'on avait avant. On n'a plus que des arêtes retour et puis des arcs qui font partie de l'arborescence de parcours. Notez bien que si le graphe est non orienté, l'arborescence de parcours qu'on va construire, elle est bien orientée. C'est toujours un arbre avec une racine et puis des fils. La deuxième remarque qu'on peut faire sur le parcours en profondeur dans les graphes non orientés, c'est que lorsque vous avez une arête UV qui appartient à grand A, alors à la fin, dans l'arborescence de parcours, soit V sera un descendant de U dans l'arborescence de parcours, soit ce sera l'inverse, c'est-à-dire V sera un descendant de U. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, tout va dépendre de quel sommet UV va être découvert en premier. Si je découvre U en premier, eh bien forcément, je vais découvrir V un peu plus tard depuis U. Soit parce que je passerai par cette arête-là, soit parce que j'ai un autre chemin qui me permettra de le découvrir, ça je ne sais pas, mais en tout cas V sera bien un descendant de U, selon le théorème du chemin blanc que je ne vous rappelle pas. Ok, donc ça aussi c'est une différence avec le caractère, avec les graphes orientés. La troisième remarque, c'est que lorsque on fait
des appels, rappelez-vous, hein, dans le parcours en profondeur, on a la procédure PPC, à partir de laquelle on va appeler, on va faire quelques appels à PP sur des sommets qui sont encore blancs. Et en fait, là, on va faire exactement autant d'appels à PP depuis PPC que le nombre de composantes connexes d'Angers. Par exemple, si jamais je prends ce graphe ici, je vais par exemple faire un PP sur X4 depuis PPC, auquel cas je vais découvrir toutes les composantes, tous les sommets de cette composante-là, et puis plus tard, depuis PPC, je vais chercher un sommet blanc, je vais tomber par exemple sur X5 et je vais découvrir tout ça, et puis plus tard, je vais par exemple partir de X8 et découvrir tout ça, j'aurais fait 3 appels parce qu'il y a 3 composantes connexes. Et le corollaire de cette remarque, c'est que si vous avez un graphe connexe, vous n'aurez qu'un seul appel à PP depuis la composante, depuis la procédure PPC. Dernière chose, et pour donner un premier algorithme, c'est maintenant, faisons la remarque suivante. Lorsque j'appelle PP de X depuis PPC, d'accord, donc je prends mon graphe connexe, je vais faire un unique appel à PP depuis PPC, et imaginons que je l'appelle sur un sommet X, et que X, imaginons, est un point d'articulation. Par exemple ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais découvrir le sommet V, par exemple, puis le sommet U, et puis plus tard, je vais découvrir, donc ça va être orienté comme ça dans mon arborescence de parcours, je vais découvrir Z et je vais découvrir T. C'est une possibilité. Je vais donc avoir une arborescence de parcours avec X et 2 fils. Un qui va vers V, et puis un qui va vers Z. Par contre, lorsque X n'est pas un point d'articulation, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais découvrir V, je vais découvrir U, je vais découvrir Z, je vais découvrir T, et en fait, X aura un unique fils à ce moment-là, dans son arborescence de parcours. Et cette structure-là, en fait, on va montrer dans la vidéo suivante que c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'un point X, si on appelle PP depuis PPC sur un point d'articulation, il a un unique descendant. Lorsque c'est un point d'articulation, il a au moins 2 descendants. Alors que s'il n'est pas un point d'articulation, il a un unique fils d'Angers pi. Ok, et donc ça nous fournit un premier algorithme, un peu naïf et pas très efficace. Et on pourrait tout simplement faire la chose suivante. Pour chaque X appartient à S, on colorie le graphe en blanc, on appelle PP de X, et on regarde combien il y a de fils dans l'arborescence de parcours, combien X a de fils dans l'arborescence de parcours. S'il en a plus d'un, on sait que c'est un point d'articulation. Donc on pourrait faire ça pour détecter tous les points d'articulation, mais c'est vraiment pas un bon algorithme. On va voir un meilleur algorithme un petit peu plus tard.